Bonjour, soyez les bienvenus. Nous vous proposons ici de croiser des regards issus de sensibilités, d'expériences et de cadres de référence différents. Puis ces quelques mots inspirer la réflexion et l'action, directement ou indirectement. Comme à notre habitude, nous ne tenterons pas d'être exhaustifs, ce serait limitateur et ce serait même pas sérieux. Aujourd'hui, nous aborderons et explorerons le luxe. Le luxe laisse rarement indifférent et les considérations à son sujet nous informent autant sur ce qu'est le luxe que sur notre rapport intime et personnel au luxe, c'est-à-dire fondamentalement sur nous-mêmes. Le luxe évolue à l'écart de l'ordinaire. C'est là qu'on peut le rencontrer, aux limites de ce qui est esthétiquement, financièrement ou même parfois moralement acceptable. C'est là, à la frontière de ce qui nous est accessible et de ce qui nous échappe, que le luxe réunit des opposés, qu'il les contient, qu'il les intègre de manière à la fois dynamique et subjective. La simplicité et la complication, la tradition et l'innovation, l'éphémère et l'intemporel, pour ne citer que quelques-uns des paradoxes qui animent le luxe. Ce sont ces tensions qui donnent vie au luxe, qui le nourrissent, et en font un miroir de nos aspirations et contradictions à la fois personnelles et culturelles. En résonnant ainsi en nous, le luxe éclaire nos désirs, stimule nos émotions et questionne nos valeurs. Il nous invite à explorer nos propres limites et peut-être à les transgresser, voire même à les transcender. À travers les expériences qu'il nous propose, le luxe nous reflète des images de nous-mêmes, il nous met face à nos propres paradoxes. Et si nous nous mettons à son écoute, nous pouvons même parfois l'entendre nous questionner « Qui es-tu et qui désires-tu devenir ?» Le luxe interpelle et affecte ainsi non seulement ses clients, mais également ceux qui travaillent au sein du luxe et plus largement les marques elles-mêmes, pour lesquelles des professionnels mettent à profit leur expertise et leur cœur à l'ouvrage. Lorsque je travaille avec des acteurs de l'industrie du luxe, et en fin de compte, quelle que soit la nature spécifique du mandat qui nous relie, j'essaye toujours de garder à l'esprit et d'accueillir les tensions qui font vibrer le luxe, afin que mes clients puissent également les reconnaître et capitaliser sur elles aussi consciemment que possible au sein de leur propre activité professionnelle. Le défi est à la fois complexe et émotionnel. Si le luxe doit faire rêver, il doit également être ancré dans le réel et inversement. Afin d'aider mes clients à exprimer au mieux leurs qualités et leurs compétences dans le cadre de leurs responsabilités respectives, je fais de mon mieux pour être à la fois rationnel et émotionnel dans mon approche, c'est-à-dire combiner à la fois discipline et créativité dans mes interventions. Mon rôle en tant que consultant consiste alors, et finalement peut-être avant tout, à établir un cadre clair et rigoureux afin de soutenir l'action et d'éviter le risque de tourner en rond dans des habitudes ou des croyances défensives, mais aussi à favoriser suffisamment de jeu et d'espace pour que l'imprévu, la spontanéité et la fantaisie puissent s'exprimer, contribuer à faire sens et finalement inspirer l'action. Osons pour terminer cette hypothèse. Plus les dirigeants auront reconnu et intégré leurs propres aspirations, leurs propres ambivalences et contradictions, plus ils seront à l'aise pour capitaliser sur les paradoxes qui animent le luxe, afin de pouvoir explorer de nouvelles voies créatives et donner voix à de nouvelles inspirations au-delà des frontières actuelles. La splendeur du luxe pourra alors également se déployer dans l'expression d'un leadership à la fois rigoureux et créatif, qui assume et incarne sa complexité avec cohérence, finalement un leadership qui se démarque de l'ordinaire, et au sein duquel certains y verront peut-être même de la beauté. À toi, Sandro, quel est ton regard sur le luxe aujourd'hui ? Penser au luxe fait penser aux classiques de la sociologie. Évidemment, les différentes approches qui sont distinctes sont toujours orientées à la situation de mettre en évidence le luxe. Mais j'aime rajouter aussi une troisième perspective ensuite, celle qui est un luxe plutôt vécu d'une manière individuelle et subjective.
mais un après l'autre. Premièrement, c'est clair, c'est Veblen, années 20, la société des loisirs et le luxe ostentatoire. On met en évidence qu'on a réussi à acheter quelque chose et on le montre aux autres pour montrer qu'on est dans une ascension sociale, qu'on fait partie du coup de ceux qui ont réussi comparé à ceux qui n'ont pas réussi. Souvent, ça rappelle aussi le migrant turc qui retourne avec la Mercedes en Turquie pour montrer son ascension sociale, l'ostentation. Mais derrière cette ostentation, il y a comme un modèle, et c'est ça la deuxième manière de lire le luxe que la sociologie propose. Un modèle de qu'est-ce que c'est être riche, comment est-ce qu'on se met en évidence quand on veut montrer qu'on est supérieur à l'autre. Là, on est plutôt dans une luxe qui est structurée dans la société, pas celui social, ostentatoire qu'on veut montrer aux autres, mais celui fort, celui lié à la classe. Et là, c'est Pierre Bourdieu, évidemment, qui travaille avec le terme de la distinction à tous ces petits éléments qui font la différence et qu'on reconnaît seulement si on fait partie du même groupe, de la même classe sociale. Les discours, les livres qu'on a lus, les montres qu'on porte, similaires à d'autres, mais avec une légère différence. Cette structuration de la société en classe se fait aussi par ces éléments en plus que certaines personnes ont. Mais j'aimerais introduire aussi ce troisième élément de lire par la sociologie le luxe. Et là, c'est les travaux de Russell, le Russell philosophe, qui se réfère à Sénéca d'ailleurs, qui parle de l'oisiveté, le plaisir de rien faire. Et quand il écrit son éloge à l'oisiveté dans les années 30 du dernier siècle, Russell dit quelque chose de très simple. On est victime d'une société qui nous oblige à faire des pauses, à avoir des loisirs, mais ils ne sont pas au centre, c'est pour se reprendre du travail qui est le vrai centre de notre vie. Contre ce type d'imposition du travail sur nos vies, Russell dit « mais c'est bien aussi de se faire des plaisirs, de travailler moins, il propose d'ailleurs 4 jours par semaine, il y a une centaine d'années, imaginez-vous, de faire du plaisir à soi-même, de vivre ce qui est peut-être le luxe le plus précieux que nous avons dans notre vie, le temps, le vivre comme on veut, se le prendre, l'utiliser pour soi ou l'utiliser pour des autres. Et toi, Jean-Christophe, quel est ton regard ? Ce thème du luxe, je l'approche aujourd'hui non pas sous l'angle du désir, de l'interdit ou de la jouissance, mais sous l'angle d'une facette qui évoque pour moi le masque que mettait l'acteur de théâtre dans la Grèce antique. Actuellement, c'est le masque que nous portons en société et que l'on nomme dans notre jargon la persona. Il n'y a pas dans mon discours de jugement de valeur, dans le mot masque, ni dans le mot luxe. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas, mais de l'identifier dans notre fonctionnement psychique. Pour décrire ce masque social, le situer et faire le lien avec le thème du luxe, je vais à nouveau m'appuyer sur la théorie des 7 instances de Charles Baudouin que j'ai déjà eu l'occasion de présenter dans notre vidéo sur l'autorité. Pour Baudouin, la persona est la 3e instance qui se forme à la 3e année de la construction psychique du nourrisson. C'est donc un des personnages qui apprend à coexister avec les autres pour que l'équilibre psychique soit assuré. Comme je le disais, la persona est un masque qui est un personnage qui se trouve opposé à la personne. Il doit apprendre à s'adapter dans le milieu social. Dès la 3e année, cette instance se construit par imitation, par la nécessité des normes et nous amène à nous intéresser à notre image, celle que nous reflétons. C'est l'opinion des autres qui va nous intéresser. C'est la construction d'un principe d'adaptation qui est tourné vers le monde extérieur. Dans ma pratique, on touche à la persona, les analysant, l'expérimente sur le divan, la ressentent et la vivent. Son imagerie est bien connue, elle est faite de tous les personnages extravertis, préoccupés par leur apparence, par le luxe ou encore à l'épiderme sensible au titre honorifique. De plus, la persona est intimement liée au complexe spectaculaire élaboré par Baudouin. Le plaisir d'être vu ou de voir, d'être sous les projecteurs, dans le luxe, être remarqué par les autres, le chic ou la séduction. Un jour, un patient m'a apporté ce rêve. Il me disait « Je fais du fitness dans la rue même, et plus précisément à la rue du Rhône à Genève, qui est une rue très passante, avec des commerces de luxe. Je suis en tenue qui me met en valeur, et je soulève des poids très lourds avec facilité.
Les gens regardent mon corps sculpté, ils sont admiratifs. Je produis un effet certain sur les femmes. J'ai tous les honneurs. Nous voyons ici le complexe spectaculaire en action. Dans cet ordre d'idées, je pense à une citation de Jean-Louis Barrault qui illustre parfaitement ce concept. Ce qui se passe dans la vie n'est pas si différent de ce qui se passe sur une scène. Examinons le personnage. S'il sert à nous protéger, il peut aussi être un piège. À force de vouloir paraître, on peut sans le vouloir cesser d'être. On peut perdre sa substance. On notera que la persona comporte des tendances contradictoires. L'une est le désir de se faire apprécier, comme dans le domaine du luxe, et l'autre est le désir contraire de passer inaperçu en étant aussi conforme que possible à la norme. La première tendance se met à jour alors que la seconde s'estompe progressivement. Chez une personne équilibrée, la persona est une protection souple qui régule aussi bien le lien entre le monde intérieur qu'extérieur. Il faut être cependant prudent car cette souplesse permet également à l'homme de se cacher derrière sa persona et son masque qui finira par l'asphyxier. Pour une santé psychique appropriée, la persona doit être capable de s'adapter aux situations rencontrées. La morale de la persona appartient à la morale des convenances. La culpabilité surgit lorsque l'on se soustrait au suivisme et que l'on quitte son rôle. Dès lors, certains sentiments émergent tels la honte. À titre d'exemple et pour conclure, je pense aux jeunes qui s'habillent comme leurs contemporains et qui souffrent s'ils n'ont pas comme eux telle marque de basket ou de vêtements. Oui, allô? Oui? Oui. Ah, extraordinaire, c'est une excellente année. Bien sûr, nous arrivons. Messieurs, il est temps de nous arrêter.